There you are. Sarah, are you okay? Jesus. Jimmy! Dad? Honey, come here. Come here. Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you. Don't! Le 14 juin 2013, les joueurs PlayStation découvrent un jeu pas comme les autres. Un jeu qui va les marquer au fer rouge et laisser une empreinte durable dans l'industrie vidéoludique. The Last of Us. Mais qui aurait pu prédire un tel succès? Sorti sur une console en fin de vie, la PlayStation 3, qui allait être remplacée par la PS4 à peine 6 mois plus tard, The Last of Us ne sortait pas dans les meilleures conditions pour cartonner. D'autant qu'à première vue, il ne semblait pas franchement réinventer la roue. Une nouvelle aventure dans un univers post-apocalyptique peuplé de pseudo-zombies? Comme c'est original! Et pourtant, en à peine 3 semaines, le jeu défie toutes les attentes en devenant le jeu PS3 vendu le plus rapidement cette année-là, avec 3,4 millions d'exemplaires écoulés. Un chiffre qui ne cessera d'augmenter par la suite avec les différentes remasterisations. En juin 2018, 5 ans après sa sortie, il s'était écoulé à pas moins de 17 millions d'exemplaires. Mais on ne parle pas seulement d'un impressionnant succès commercial. La critique comme les joueurs étaient unanimes, avec des notes dithyrambiques et de nombreuses récompenses qui louaient tant l'aspect technique, artistique, narratif, musical, sonore et les performances d'acteurs. 10 ans et une suite plus tard, The Last of Us est donc devenu un véritable phénomène de pop culture. Une licence adorée et multi-récompensée qui a fini par donner naissance à une série événement produite par la prestigieuse HBO. Mais comment un simple jeu post-apocalyptique a-t-il pu en arriver là? Qu'est-ce qui a permis à The Last of Us de réussir le pari de l'adaptation, là où tant d'autres ont échoué avant lui? Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, on va se plonger dans les coulisses de la saison 1 de The Last of Us. Apocalypse, jour 1286. L'eau se fait rare, les sodas, un souvenir. Et les boissons énergétiques, disons que j'en ai trouvé une et qu'elle m'a donné des hallucinations. Et la gastro. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Oli. 3 gammes, 3 bonnes raisons de se lever le matin. Laisse-moi te présenter ça. Pour commencer, les Iced Tea. Sans sucre, sans taurine, avec des arômes naturels, des vitamines et des antioxydants. Ensuite, énergie, à base de New Caf, une caféine cristallisée qui dure plus longtemps, sans crash. Réservé aux survivants de 16 ans et plus, on déconne pas avec ça. Et pour finir, hydration, pour recharger après avoir escaladé un immeuble ou affronté une famille de claqueurs. Ma gamme préférée, surtout le goût poire. Quand le monde tournait encore rond, Oli, c'était une alternative plus saine aux boissons soft traditionnelles. Sans sucre, mais avec du goût. Genre vraiment du goût. Je dis pas que c'est healthy, j'ai pas trouvé ça dans un bunker de nutritionniste, mais n'empêche que c'est bon, c'est pratique, et ça fait pas 50 canettes achetées. En plus, c'est hyper rapide à préparer. Tu verses ta poudre dans de l'eau, tu secoues bien et hop, c'est prêt. Après attention, faut jamais abuser des bonnes choses, et faut respecter les dosages. Pas plus de 5 portions d'Ice Tea par jour, sinon on finit comme Michel. Il brillait dans le noir. Pour découvrir ta saveur préférée, je te conseille les packs découvertes, t'as plein d'échantillons, c'est l'idéal pour découvrir. Utilise mon lien ou le code CASSAR5 pour avoir 5 € de réduction sur ta première commande. Ça te fait 44,99 € pour un pack découverte avec son shaker. Et si t'es déjà client chez Oli, le code CASSAR te donne 10% de remise. Allez, santé, tu m'en diras des nouvelles. Neil Druckmann est un Israélo-américain passionné de jeux vidéo qui rejoint les rangs du studio Naughty Dog en 2004. Naughty Dog, c'est rien de moins que Crash Bandicoot, Jak and Daxter et Uncharted. Pas un studio de merde. D'abord recruté comme interne en programmation sur Jak 3 et Jak X Combat Racing, Druckmann gravit rapidement les échelons. D'abord comme game designer sur Uncharted Drake's Fortune, premier opus de la saga, puis comme lead designer sur sa suite, Uncharted 2 Among Thieves. Un poste qui l'amène à s'impliquer dans la phase d'écriture aux côtés de Amy Hennig, la tête pensante de la saga. À sa sortie, Uncharted 2 est une véritable bombe qui va définitivement confirmer l'assise de Naughty Dog comme studio de premier plan, salué tant pour l'excellence technique, narrative que ludique de ses productions. Fort de ce succès dépassant toutes les attentes, le studio se sent pousser des ailes et décide de scinder son équipe pour lancer le développement de 2 jeux en parallèle. Le premier sera l'inévitable 3e opus d'Uncharted et le second sera la très attendue suite de la précédente franchise à succès de Naughty Dog, Jak and Daxter. En charge de cette deuxième équipe, Bruce Straley, le co-réalisateur d'Uncharted 2, et donc Neil Druckmann. Mais les choses ne se passent finalement pas comme prévu. Pour cause, l'univers cartoonesque et coloré de Jak and Daxter ne correspond plus aux aspirations de l'équipe qui souhaite désormais s'orienter vers des jeux plus adultes. Et s'ils envisagent pendant un temps de repenser cet univers pour lui apporter plus de maturité et de réalisme, ils finissent par laisser tomber cette idée, estimant qu'une telle approche n'aurait fait que trahir la licence. Décision est alors prise de partir sur un tout autre projet basé sur une idée originale de Druckmann. En 2004, alors qu'il n'est qu'un simple étudiant au sein de la Carnegie Mellon University, Druckmann doit pitcher un concept de jeu à George Romero dans le cadre d'un cours. Son idée, un policier atteint de problèmes cardiaques se trouve chargé de protéger une jeune fille pendant une apocalypse zombie. Son inspiration principale, Ico de Fumito Ueda, un jeu entièrement basé sur la protection d'un personnage vulnérable. Et si le pitch ne fut pas sélectionné par Romero, Druckmann ne fit pas une croix sur son idée. Dans un premier temps, il essaya d'en tirer un comic book nommé The Turning auprès de l'éditeur Image Comics, en remplaçant le policier par un criminel ayant perdu sa fille. Mais là encore, le projet se prit le mur et ne dépassa pas le stade du concept.
Des années plus tard, il avait donc enfin trouvé l'opportunité de ressusciter ce projet. Mais quid des zombies désormais omniprésents dans la pop culture? Druckmann avait une meilleure idée. Une idée qu'il tenait du documentaire Planet Earth produit par la BBC, dans lequel il avait découvert l'existence du cordyceps. Le cordyceps, Kezako. Le cordyceps est un champignon parasite qui s'attaque aux insectes en prenant possession de leur système nerveux, manipulant ainsi leur fonction motrice pour mieux se propager à d'autres hôtes. Le résultat, des insectes zombies au corps recouvert de champignons. Ça semble tout droit sorti d'un film d'horreur, mais c'est pourtant bien réel et donc d'autant plus effrayant. Et si ce champignon parvenait à infecter l'homme? En partant de cette hypothèse et en tirant son inspiration d'œuvres telles que La Route de Cormac McCarthy et 28 jours plus tard, Druckmann développe son univers post-apocalyptique. Un univers au sein duquel on incarnera Joel Miller qui, 20 ans après avoir perdu sa fille au tout début de la pandémie, se voit chargé de protéger la jeune Ellie, qui semble être la clé pour développer un vaccin à même de sauver l'humanité. The Last of Us était né. Dans l'industrie du jeu vidéo, deux visions s'opposent. D'un côté, ceux qui considèrent que la narration est une entrave au gameplay, estimant que tout repose avant tout sur le jeu en lui-même. De l'autre, ceux qui voient en elle un élément clé, capable d'apporter une véritable dimension émotionnelle à l'expérience de jeu. Neil Druckmann, lui, appartient clairement à la deuxième catégorie. Pour lui, un jeu vidéo peut être beaucoup plus qu'un simple jeu. Mais comment procéder ? Comment arriver au mariage parfait entre gameplay et narration? Il fallait revoir complètement la méthode de travail du studio. Sur leurs précédentes productions, et de manière générale dans l'industrie, on procédait souvent de la manière suivante. On concevait tout un tas de niveaux plus cool les uns que les autres, et ensuite on élaborait une histoire pour les relier entre eux. Mais sur The Last of Us, pas question de suivre ce cheminement. Il faut boucler l'histoire avant de passer à la conception des niveaux. Par la suite, Druckmann pourrait éventuellement adapter son script aux idées de l'équipe au fur et à mesure du développement, mais il était important de disposer d'une base narrative solide dès le départ. Pour Straley et Druckmann, raconter une histoire puissante était essentiel. Ils voulaient provoquer chez les joueurs une émotion viscérale telle qu'ils n'en avaient jamais ressenti manette en main. Au-delà de l'action et des frissons, The Last of Us reposerait avant tout sur la relation entre Joel et Ellie, qui se construirait progressivement à travers l'expérience de jeu. La thématique centrale, l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant, avec tout ce qu'il implique, en bien comme en mal. Après 4 ans de travail acharné, le jeu arriva finalement entre les mains des joueurs et ce fut un triomphe. Si Uncharted 2 avait prouvé la maîtrise de Naughty Dog, The Last of Us allait encore plus loin. Aussi plaisant soit-il, Uncharted 2 reposait sur une formule de blockbuster classique, dont la réussite reposait avant tout sur son rythme effréné, ses scènes d'action spectaculaires et la qualité de sa mise en scène qui empruntait habilement au code du cinéma d'aventure hollywoodien. The Last of Us, lui, jouait dans une toute autre cour. Pas de grand spectacle ici, mais une immersion brute portée par deux personnages magistralement écrits, confrontés à des dilemmes moraux et évoluant au fil de l'histoire. Une histoire magnifiée par les formidables performances de Troy Baker et Ashley Johnson dans les rôles de Joel et Ellie, et la musique de Gustavo Santaolalla. Straley et Druckmann avaient relevé leur pari haut la main. L'émotion était au cœur du jeu et elle faisait mouche. Suite à cette superbe réussite, Druckmann allait continuer son ascension au sein du studio, prenant en charge la direction d'Uncharted 4 avec son compère Bruce Straley suite au départ d'Amy Hennig en 2014, jusqu'à devenir vice-président du studio en 2018, puis coprésident en 2020, directeur de la création en 2023 et tout simplement directeur du studio en 2024. Entre-temps, il aura coécrit et co-réalisé The Last of Us Part 2, sorti en 2020, et il travaille à l'heure actuelle sur le très attendu Intergalactic The Heretic Prophet, le prochain blockbuster du studio. Bref, en une petite dizaine d'années, Neil Druckmann s'est imposé comme l'une des figures majeures de l'industrie vidéoludique, et il ne serait pas exagéré d'affirmer que c'est en très grande partie dû à The Last of Us. Fruit d'un travail collectif évidemment, mais son bébé avant tout. Une histoire à des personnages forts, une émotion bien présente, le tout sublimé par une mise en scène cinématographique du plus bel effet, ce n'était bien évidemment qu'une question de temps avant qu'Hollywood ne s'intéresse à The Last of Us. Suite au succès colossal de The Last of Us, les studios se bousculent pour en faire un film. Mais chez Naughty Dog, on reste méfiant. Hors de question de risquer une adaptation ratée qui pourrait ternir l'image du jeu. Résultat, toutes les propositions, y compris celle de Ghost House Pictures, la boîte de Sam Raimi, sont déclinées. C'est là que Clint Culpepper, président de Screen Gems, une filiale de Sony Pictures, décide d'entrer en jeu. Persuadé que The Last of Us a tout pour devenir un grand film et rapporter pas mal de pognon, il met tout en œuvre pour convaincre Naughty Dog de revoir sa position. Et il s'y prend bien le bougre. Culpepper offre plusieurs garanties à Druckmann. Lui et Naughty Dog seront profondément impliqués dans le projet, ils auront un droit de regard sur le casting, sur le choix du réalisateur, et surtout, Druckmann, plutôt possessif vis-à-vis de son bébé, sera en charge de l'adaptation. Rassuré, le studio se montre plus ouvert, et Sam Raimi fait alors son retour dans la danse. En mars 2014, la nouvelle tombe officiellement. Ghost House Pictures vient d'acquérir les droits d'adaptation de The Last of Us au cinéma. Une adaptation qui serait donc produite par Sam Raimi et Neil Druckmann sur un scénario de Druckmann lui-même. L'auteur se lance alors dans l'écriture, tout en poursuivant son travail sur Uncharted 4. Le mec dort pas. En juin 2014, Druckmann et Raimi prennent la parole au Comic-Con de San Diego pour évoquer publiquement le projet. Ils affirment alors leur intention de faire honneur au jeu et annoncent même que des conversations ont eu lieu avec l'actrice Maisie Williams, l'une des vedettes de Game of Thrones, pour incarner Ellie. Puis silence radio jusqu'en janvier 2015, où Druckmann annonce avoir terminé une deuxième version du script et qu'une lecture a même été organisée avec la prod et avec l'actrice Caitlin Dever.
Il évoque également les défis liés à l'adaptation. Condenser un jeu de 14 heures en un film de 2 heures implique forcément des coupes, avec la suppression de certains personnages et de séquences entières. Pour autant, le scénariste se montre rassurant et optimiste, déclarant que le ton et l'essence de l'histoire originale sont bel et bien préservés. Sauf qu'en coulisses, des divergences finissent par pointer le bout de leur nez. Parce que du côté de Screen Gems, ce qu'on veut, c'est produire une sorte de World War Z. Ah ouais, la vache, vous voulez pas produire un bon film plutôt ? Pour résumer, le studio veut un gros blockbuster avec des zombies, alors que Druckmann, lui, tient à rester fidèle à ce qu'était The Last of Us, une histoire avant tout intimiste. Mais ce n'est pas tout. Au fil du temps, il réalise qu'un long métrage n'est tout simplement pas le bon format pour adapter son jeu. À force de devoir couper et condenser, son récit perd en impact, et il finit par se rendre à l'évidence, The Last of Us n'est pas fait pour le cinéma. Impossible de rendre pleinement justice à ses personnages et à son histoire en seulement 2 heures. Il décide donc d'abandonner le projet pour se consacrer pleinement à The Last of Us Part 2, un défi bien plus épanouissant pour lui. L'adaptation cinématographique tombe alors dans les limbes du development hell, jusqu'à ce que les droits reviennent finalement à Naughty Dog en 2018. Et puis en 2019, une rencontre va tout changer. Craig Mazin est un scénariste et réalisateur au CV, atypique. Dans les années 90, il débute sa carrière en signant le script de la comédie Rocketman. C'est là-dedans qu'il va se spécialiser, la comédie. Il écrira par la suite Scary Movie 3 et 4 et il réalise The Specials, parodie de films de super-héros rédigés par un certain James Gunn. Il va aussi écrire et réaliser Super Hero Movie, parce que les parodies de films de super-héros, c'est son délire apparemment. Par la suite, il croise la route de Todd Phillips, avec lequel il devient ami et collabore en signant les scénarios des 2e et 3e opus de Very Bad Trip. Après quoi, il travaille sur Arnaque à la carte, comédie avec Jason Bateman et Melissa McCarthy, et Le Chasseur et la Reine des Glaces. Vu comme ça, on va être parfaitement honnête, le CV fait pas rêver. Craig Mazin a l'image d'un scénariste lambda, sans grande ambition artistique, qui se contente de naviguer de projet en projet pour gagner sa vie. À première vue, il ne cherche pas à décrocher de récompenses, ni à écrire un chef-d'œuvre. Pourtant, c'est un scénariste sincère, passionné et réellement impliqué dans son travail. Preuve en est, il fut membre du conseil d'administration de la Writers Guild of America de 2004 à 2006, a créé le site The Artful Writer dédié à la profession de scénariste et a lancé le podcast hebdomadaire Script Notes dédié à l'art du scénario et à l'industrie cinématographique américaine. Mais toujours est-il que Mazin restait catalogué comme un scénariste de comédie. Et quel mal y a-t-il à ça ? Pour lui, je cite, « La comédie, c'est faire un pied de nez à la mortalité et à l'absurdité de notre existence. C'est bien plus profond que ce qu'on peut croire au premier abord. » On a souvent cette idée que l'écriture de drame représenterait la véritable dramaturgie, tandis que la comédie serait purement absurde et ne nécessiterait donc pas la même maîtrise. Il n'est pas d'accord avec ce constat, car combien d'auteurs de drame ont réussi la transition vers la comédie ? Très peu. En revanche, l'inverse, à savoir des scénaristes de comédie qui se lancent avec succès dans le drame, est beaucoup plus fréquent. Bref, Mazin, il fait de la comédie et il le fait sérieusement. Et il se sent tout à fait capable de faire du drame. Il fallait juste qu'on lui en donne l'opportunité. Une opportunité qui se présenta à lui en 2017 quand il se lança dans l'écriture de la mini-série Tchernobyl, produite par HBO, sur laquelle il officiera en tant que showrunner. À sa diffusion en mai 2019, la claque est magistrale et la réponse unanime. Tchernobyl est un chef-d'œuvre qui s'impose immédiatement parmi les meilleures mini-séries jamais créées et les meilleures productions HBO. Ce qui n'est pas peu dire étant donné le pédigré de la chaîne. Multi-récompensé, Tchernobyl remporta les Emmy Awards de la meilleure série limitée, de la meilleure réalisation pour Johan Renck, de la meilleure musique pour Hildur Guðnadóttir et du meilleur scénario pour Mazin lui-même. Sans oublier les Golden Globes de la meilleure mini-série et du meilleur acteur pour Stellan Skarsgård. Craig Mazin était désormais un auteur à suivre. Et surtout, Mazin avait désormais la confiance d'HBO, où Casey Bloys, le directeur des programmes de la chaîne, lui donne carte blanche, écrit ce qui te fait vibrer. Une phrase qui ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd. En 2013, Mazin découvre le jeu vidéo The Last of Us, et comme la majorité des joueurs, il en tombe éperdument amoureux, se prenant de passion pour son histoire et ses personnages. Ça ferait une adaptation incroyable, se disait-il, persuadé que quelqu'un d'autre que lui finirait par s'en charger. En 2018, il est approché par PlayStation pour une éventuelle collaboration. L'éditeur souhaite en effet développer ses franchises vidéoludiques phares sur d'autres médiums tels que la télévision et le cinéma. Carter Swan, en charge de l'expansion des propriétés intellectuelles de l'éditeur, lui confie alors une liste des franchises considérées comme adaptables à la télévision. Mais en la consultant, Mazin s'arrête net. Où est son jeu vidéo préféré ? Où est The Last of Us ? Swan lui révèle alors que The Last of Us serait adapté en film et non en série, ce que Mazin considère comme une très mauvaise idée. Mais surtout, Neil Druckmann ne laissera personne d'autre que lui se charger d'une adaptation. Pour espérer réaliser son rêve, il lui faut donc rencontrer Druckmann. Il tente alors d'entrer en contact avec lui, mais Druckmann ignorant de qui il s'agit, il ne donne pas suite. Ce ne sera que suite à la diffusion de Tchernobyl qu'il parviendra finalement à rencontrer l'homme derrière The Last of Us grâce à leur amie commune Shannon Woodward, l'interprète de Dina dans The Last of Us Part 2. Dès leur première rencontre, le courant passe instantanément entre les deux hommes et il ne leur faut pas longtemps avant d'évoquer une potentielle adaptation de The Last of Us. Mais pourquoi en faire un film ? Pourquoi pas une série télé ? Pour Mazin, le format long semblait tout indiqué pour être sûr de faire honneur au jeu, et Druckmann était d'accord. Il lui demande alors « Si on en faisait une série HBO,
comment ça se passerait. C'est simple, lui répond Mazin. On traverse la rue et on leur dit que je veux que ce soit mon prochain projet. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Après avoir envoyé un texto à Casey Bloys pour lui dire qu'il était en train de vibrer, il se retrouve quelques jours plus tard dans son bureau avec Druckmann. Et pour présenter le projet, Mazin fait simple, il raconte l'histoire du jeu telle qu'elle existe. Pendant ce temps, Druckmann l'écoute en silence. Il a tellement pitché cette histoire auparavant, elle fait partie de lui. Pourtant, pour la première fois, il laisse les rênes à quelqu'un d'autre et il est bluffé. Mais Zin ne se contente pas de réciter l'intrigue, il en capture l'essence, les émotions et les thèmes. Il connaît The Last of Us sur le bout des doigts et parvient même à émouvoir Druckmann. Ce dernier semble avoir trouvé le partenaire parfait. À la fin de la réunion, Casey Bloys valide le projet et félicite Mazin. Il vient de trouver le projet parfait pour succéder à Tchernobyl. Le 5 mars 2020, c'est officialisé. Une série de Last of Us est en préparation chez HBO avec Craig Mazin et Neil Druckmann aux commandes. Mais avant d'obtenir le feu vert définitif de la chaîne, ils doivent lui présenter un synopsis détaillé. Il se plonge alors dans un intense travail de réflexion. Quelle structure donner à la première saison ? Quels moments du jeu sont incontournables ? Où faut-il s'éloigner de l'original et que peut-on ajouter pour enrichir l'histoire ? Druckmann, en plein développement de The Last of Us Part 2, consacre ses pauses déjeuner chez Naughty Dog à discuter avec Mazin, qui rédige de son côté. De ces échanges naît un document de 163 pages, une bible détaillée de la série, qui adapterait donc l'histoire du premier jeu dans son intégralité en 10 épisodes. Après plusieurs mois de développement, HBO donne officiellement son feu vert le 20 novembre 2020, et la véritable phase de rédaction peut alors commencer. Sur une série, il est assez répandu que les showrunners dirigent une salle des auteurs, mais ici, ce ne serait pas le cas. Druckmann et Mazin seraient les seuls maîtres à bord. Et entre les deux hommes, la collaboration se passe à merveille. C'est un match parfait et surtout complémentaire. L'extraverti Mazin d'un côté, le réservé Druckmann de l'autre. Le duo est cependant uni par une ambition commune, faire de ce chef-d'œuvre vidéoludique une série tout aussi excellente et signer la meilleure adaptation de jeux vidéo jamais réalisée. Une barre pas forcément très haute d'après Druckmann. Pour y parvenir, ils établissent des règles claires, notamment une. En cas de désaccord, ils doivent en discuter jusqu'à trouver un terrain d'entente. L'ego n'a pas sa place ici, seul compte la meilleure décision pour la série. Si l'adaptation se veut fidèle au jeu, qui demeure leur boussole créative, il ne s'agit pas non plus d'un simple copier-coller. L'objectif est d'atteindre un équilibre subtil entre respect du matériau d'origine et nouveauté inattendue. Plaire aux fans, les surprendre, mais aussi captiver un public qui n'a peut-être jamais tenu une manette de sa vie. La série télé est un médium fondamentalement différent du jeu vidéo, qui offre beaucoup plus de liberté dans sa gestion des points de vue, ce que Druckmann apprécie particulièrement. Là où le jeu nous limite au point de vue de Joel ou d'Ellie, la série permet d'alterner entre les deux, d'approfondir des personnages secondaires, de raconter certains événements sous un nouvel angle et d'aborder de nouvelles thématiques. En somme, c'est une opportunité d'enrichir l'histoire originale sans la trahir. Mais à quel moment choisir de s'éloigner du jeu ? C'est une des questions clés que Mazin et Druckmann se posent constamment. Quand faut-il rester fidèle au jeu et quand faut-il s'en éloigner ? Leur règle est simple, ils ne changent quelque chose que si cela améliore la narration ou l'impact émotionnel de l'histoire. Parmi les changements notables, l'infection se répand en 2003 au lieu de 2013. Résultat, l'intrigue prend désormais place en 2023 plutôt qu'en 2033, créant ainsi une résonance plus forte avec l'époque de diffusion de la série. Autre modification, ils décident de répondre à une question laissée en suspense dans le jeu. Comment l'infection a-t-elle commencé ? Pour y répondre, ils s'inspirent d'un parasite médiéval, l'ergotisme. Partant de là, ils imaginent un scénario glaçant dans lequel le cordyceps se propagerait à travers la farine. Un choix narratif qui leur permet d'ancrer encore davantage l'histoire dans le réel et de renforcer la crédibilité de la menace. La crédibilité, c'est une chose à laquelle ils tiennent profondément. Raison pour laquelle Mazin fait de nombreuses recherches, notamment sur les champignons, ce qui l'amène à s'entretenir avec des mycologues qui lui en apprennent beaucoup sur le sujet, et notamment sur le concept de réseau mycorhizien. Le réseau mycorhizien, c'est un système qui relie des champignons à des plantes par un réseau de filaments, et ce réseau leur permet notamment de communiquer entre eux. Par exemple, si une plante se fait attaquer par un insecte, le réseau permet à toutes les plantes aux alentours de se mettre sur la défensive. C'est quand même fou la nature, hein ? Mazin décide immédiatement d'intégrer ce concept à la série, qu'il juge idéal pour ajouter de la tension. Si un personnage marche sur un champignon dans une zone infectée, il réveillera sans s'en rendre compte des dizaines de créatures à des kilomètres à la ronde, qui sauront exactement où ils se trouvent. Les deux auteurs tiennent également compte du fait que nous vivons désormais dans un monde qui a traversé une pandémie mondiale, et que l'on est désormais plus conscient de la manière dont ce genre de situation est géré par les gouvernements. Ils veillent donc à peaufiner les détails pour que tout paraisse aussi authentique que possible. Mais tout comme le jeu, la série ne se concentre pas sur la pandémie elle-même. Ce n'est pas l'objet principal. The Last of Us parle avant tout d'amour, de deuil, de traumatisme, de relations humaines et de survie. Le virus sert simplement à poser un cadre, d'autant que l'univers dans lequel évoluent les personnages n'est pas celui d'une pandémie, mais bien celui de la post-pandémie. Au final, ce qui compte vraiment dans The Last of Us, ce sont les personnages. Et particulièrement le duo principal, Joel et Ellie. Dans les jeux, ce sont Troy Baker et Ashley Johnson qui ont incarné Joel et Ellie, livrant des performances mémorables. Mais pour la série, ils ne pourraient reprendre leur rôle. Ashley Johnson étant bien trop âgée pour jouer Ellie, et HBO tenant à engager un acteur de premier plan pour incarner Joel. Le gros challenge serait donc de trouver un duo d'acteurs à la hauteur, capable de faire honneur à ces personnages tout en leur apportant de nouvelles nuances. Une chose était sûre, les fans les attendaient au tournant. Le processus de casting allait donc constituer un véritable défi, d'autant plus ardu qu'à cause du Covid, il aurait entièrement lieu en visio.
Joel est un homme brisé et hanté par la mort de sa fille survenue 20 ans plus tôt. Ce traumatisme l'a poussé à renier son humanité, faisant de lui un survivant impitoyable, prêt à tout pour s'en sortir. Et ce n'est qu'en côtoyant Ellie qu'il finira par baisser sa garde. Pour l'incarner, il faut donc un acteur capable de jongler entre force et fragilité, qui soit aussi convaincant dans l'intimité que dans la violence. 3 acteurs sont alors envisagés. Matthew McConaughey, qui a fait les beaux jours de HBO avec la première saison de True Detective, Mahershala Ali, qui fut quant à lui la tête d'affiche de la saison 3, et Pedro Pascal, en pleine ascension depuis son inoubliable rôle de Game of Thrones. Impossible de l'oublier, ouais. Si Mazin échange brièvement avec McConaughey, ces discussions ne vont pas bien loin, car c'est Pedro Pascal qui capte réellement leur attention. Le problème, c'est que son planning est déjà bien chargé avec le tournage de la série Star Wars de Mandalorian dans laquelle il tient le rôle principal. Mais déterminé à ne pas laisser passer cette chance, Pedro Pascal tente de trouver un compromis avec Disney. Et il y parvient. Comme quoi tout est possible. Dave Filoni, le producteur de Mandalorian, l'autorise à partir travailler sur The Last of Us sans que cela n'ait de véritable incidence sur la production. En effet, étant donné que le personnage incarné par Pascal passe 95% du temps derrière un casque, il pouvait aisément être remplacé par un cascadeur et enregistrer ses répliques en post-production. Ainsi, l'agent de Pascal rappelle Mazin et lui annonce qu'il se pourrait bien que l'acteur soit disponible. Il lui envoie donc le script que l'acteur adore. Il veut à tout prix décrocher ce rôle. Pas du tout familier des jeux, c'est lorsqu'il appelle sa sœur pour lui annoncer qu'il est en lice pour un rôle dans l'adaptation de The Last of Us qu'il prend véritablement conscience de l'ampleur du projet. En effet, face à la nouvelle, ses neveux explosent de joie et le somment de tout faire pour obtenir ce rôle. L'étape suivante, un appel en visio avec l'équipe depuis Londres où il est en plein tournage. Et à cause du décalage horaire, l'échange a lieu tard dans la nuit. Mais tout se passe très bien. Plus la conversation avance, plus il a envie de décrocher ce rôle. Porté par l'excitation, il prend un somnifère pour être sûr de réussir à s'endormir. Et c'est alors qu'il reçoit un appel pour lui confirmer qu'il incarnera Joel. Le lendemain matin, sa première pensée, c'est qu'il a vraiment très envie de décrocher ce rôle. Ouais, le somnifère l'avait complètement sonné au moment de l'appel. Du coup, il s'en rappelait plus. Ce n'est qu'en découvrant une avalanche de messages de félicitations qu'il réalise enfin que oui, il sera bel et bien Joel. Reste maintenant à trouver la deuxième moitié de ce duo iconique. Intelligente, rebelle et pleine de ressources, Ellie est une jeune fille de 14 ans au caractère bien trempé, dotée d'un sacré sens de la répartie. Et tout comme Joel, elle peut se montrer redoutable quand il le faut. En tout, c'est une centaine de jeunes actrices qui sont auditionnées, Mazin étant bien décidée à trouver la Ellie parfaite. Et puis un jour, Bella Ramsey débarque. Révélée des années plus tôt dans Game of Thrones où elle avait fait forte impression dans le rôle de la jeune Lyanna Mormont, elle captive immédiatement Mazin. Il est scotché. C'est une révélation. Elle est Ellie. L'humour, l'impertinence, l'intelligence, l'intensité, tout y est. Neil Druckmann lui-même reste sans voix. Joel et Ellie avaient trouvé leurs interprètes. Ne restait plus qu'à espérer que l'alchimie opère entre eux. Un pari d'autant plus risqué que Pedro Pascal et Bella Ramsey ne se rencontreront qu'une fois sur le plateau de tournage. Pour ne pas brider leur créativité, Mazin et Druckmann somment leurs deux acteurs de ne pas jouer au jeu ni d'en regarder des extraits. Les showrunners veulent qu'ils s'approprient pleinement les personnages et donnent vie à leur propre version de Joel et Ellie sans tomber dans l'imitation. Mais ils vont tricher un peu en regardant des extraits sur YouTube. À leur côté, Gabriel Luna incarnera Tommy, le frère de Joel, et l'acteur étant un vrai fan du jeu, il est aux anges à l'idée d'intégrer le projet. Anna Torv incarnera quant à elle le personnage de Tess, la partenaire de Joel, et Merle Dandridge a l'immense joie de reprendre le rôle de Marlène, la chef du groupe des Lucioles, qu'elle incarnait déjà dans le jeu. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule actrice des jeux à intégrer la série, mais on y reviendra. Après 6 mois de pré-production intense, le tournage des 10 épisodes est sur le point de débuter à Calgary en juillet 2021, et ce sont 6 réalisateurs qui se partageront la tâche. En juin 2020, alors que la série n'était qu'en phase de développement et n'avait pas encore reçu le feu vert définitif de la part d'HBO, il fut annoncé que le premier épisode avait d'ores et déjà trouvé son réalisateur, le suédois Johan Renck. Un choix pas vraiment surprenant étant donné qu'il avait mis en scène l'intégralité des épisodes de Tchernobyl. Et on avait déjà parlé de lui dans mes vidéos sur Breaking Bad accessoirement. Ouais, il a un CV plutôt sympa le gars. Sauf que malheureusement, le Covid va venir chambouler les plannings de tout le monde, ce qui fait que le réalisateur se voit contraint de quitter le projet en novembre 2020. 2 mois plus tard, on annonce alors son remplaçant, le jeune réalisateur russe Kantemir Balagov, dont les 2 premiers longs métrages, Test Nota Une vie à l'étroit et Une grande fille, ont été très bien accueillis à Cannes. En plus d'être reconnu par la profession, Balagov est un immense fan de The Last of Us qui rêvait d'en signer l'adaptation depuis des années, ayant même demandé à son agent de se renseigner sur les droits du jeu 3 ans plus tôt. C'est après avoir vu Une grande fille que Mazin demande à le rencontrer. Impressionné par sa connaissance du matériau de base, il décide de lui confier rien de moins que la réalisation des 3 premiers épisodes. Un poste crucial car ce sera donc à lui de définir l'identité visuelle de la série. De son côté, Bella Ramsey arrive à Calgary et doit passer 2 semaines en isolement pour éviter tout risque de contamination lié au Covid. Et pendant ces 2 semaines d'enfermement, elle rumine. La pression qu'elle ressent sur ses épaules est énorme. Elle n'a jamais tenu un rôle aussi important dans une série aussi attendue, et elle en vient à se demander si elle a bien fait d'accepter. Et les critiques des internautes, mécontents de ce choix de casting, n'arrangent pas les choses. Les attaques virulentes pleuvent, notamment sur son physique, et elle se retrouve plongée dans une tempête de haine. Ah, le monde merveilleux d'internet et sa réserve inépuisable de trous du cul. Mais l'actrice finit par relativiser. Hors de question de laisser une bande de tarés briser sa motivation. Sa passion pour Ellie, un personnage qu'elle avait l'impression de connaître depuis toujours, prend le dessus. Elle décide alors de se concentrer sur ce qui compte vraiment, donner tout ce qu'elle a pour ce projet en ignorant les critiques.
et le tournage démarre. Sur The Last of Us, HBO ne compte pas regarder à la dépense. La chaîne met donc les petits plats dans les grands pour offrir un résultat à la hauteur des attentes. Ainsi, c'est une enveloppe de 100 millions de dollars qu'elle confie à Mazin et Druckmann, soit plus que les budgets accordés aux 5 premières saisons de Game of Thrones. Elle devient alors instantanément l'une des séries télé les plus chères jamais produites et la plus coûteuse tournée sur le territoire canadien. C'est ainsi que l'équipe entame un tournage titanesque de 200 jours, débutant le 12 juillet 2021 à Calgary, principal lieu de tournage de la série. Un tournage qui sera marqué par une pandémie bien réelle, le Covid étant toujours d'actualité. L'intégralité de l'équipe devra donc prendre les mesures nécessaires, incluant le port du masque et des tests antigéniques fréquents, et se plier à certaines règles, comme se passer des visites d'amis et de membres de la famille. Un tournage plus vrai que nature. Manquait plus qu'une petite infection au cordyceps. Ce sont donc Calgary et ses alentours qui constitueront le principal décor de la série. Mais le tournage s'étendra aussi à Edmonton et sur plusieurs autres sites disséminés à travers l'Alberta. The Last of Us étant un road movie à travers les États-Unis, la série nécessitait une grande diversité de paysages, raison pour laquelle le Canada s'est naturellement imposé comme terre d'accueil pour le tournage, car le pays offrait exactement ce qu'il fallait. Des grandes villes développées aux zones naturelles perdues, en passant par de vastes étendues enneigées. Pour autant, le chef décorateur John Payneau réalise vite que, contrairement à ses attentes, il ne trouvera pas sur place d'usines désaffectées, de vieux quartiers délabrés ou de zones portuaires vétustes. Il n'y a rien de tout ça à Calgary, ce qui signifie qu'il faudra construire une grande partie des décors de toutes pièces. Et pour garantir une fidélité visuelle irréprochable, les artistes de Naughty Dog seront directement impliqués dans la conception de l'univers de la série. La plupart des membres de l'équipe étaient fans du jeu et bien décidés à lui faire honneur. Sous la houlette de Cantemir Balagov, le premier épisode entame donc son tournage à Fort Macleod, adaptant le prologue du jeu centré sur le début de la pandémie vue à travers les yeux de la jeune Sarah, la fille de Joel. Pour incarner Sarah, c'est Nico Parker, la fille de Tandy Newton, qui est choisie. Et un sacré poids repose sur ses épaules, car elle devra profondément marquer le public malgré un temps de présence très court. En effet, son personnage ne survivra pas au premier épisode. Pour autant, le public non-gamer n'est pas censé le savoir, et il doit par conséquent avoir envie de la suivre pour le reste de la série, l'imaginant sans mal en devenir le personnage principal. Et non, ça va pas se passer comme ça. Du côté des acteurs, ils prennent vite leur marque et une camaraderie s'installe naturellement entre Nico Parker, Pedro Pascal et Gabriel Luna, trio principal de cet épisode. Quant à l'équipe technique, Balagov et sa directrice photo Xenia Sereda devront faire face au défi d'adapter l'une des séquences les plus mémorables du jeu, le plan séquence dans la voiture où l'on voit le chaos se propager à travers la ville. Et pour immerger le public de façon similaire au jeu, ils placent une caméra au milieu de la voiture permettant de filmer à 360 degrés. Quant à la voiture, elle sera conduite par un cascadeur installé dans une nacelle fixée sur son toit. Après une vingtaine de jours de tournage, l'épisode est en boîte et Balagov peut donc enchaîner sur la suite qui prend place 20 ans plus tard. Sauf que les choses prennent une tournure imprévue. En effet, étonnamment, Balagov quitte le projet à la fin du tournage de ce pilote. Pourquoi ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Officiellement, on parle des classiques divergences artistiques, mais les rumeurs fusent. Certains prétendent qu'il n'avait pas les épaules pour un projet de cette envergure et qu'HBO lui aurait gentiment montré la sortie. Mais il est toujours difficile de démêler le vrai du faux dans ces circonstances. Toujours est-il que les épisodes 2 et 3 se retrouvent sans réalisateur et qu'il faut réagir vite. Ainsi, ce sont les showrunners eux-mêmes qui vont prendre les commandes. L'épisode 2 sera donc mis en scène par Craig Mazin lui-même, qui n'avait rien réalisé depuis le chef-d'œuvre Super Hero Movie en 2008. Pour autant, il avait beaucoup appris aux côtés de Johan Renck sur le tournage de Tchernobyl. L'utilisation de plusieurs caméras en simultané, la mise en scène d'un hyper-réalisme percutant ou encore l'art de sublimer l'horreur. Et il comptait bien mettre tout ça en pratique. L'épisode prenant place 20 ans après le début de la pandémie, l'équipe du chef décorateur John Payneau fit face à une charge de travail énorme pour donner vie à cet univers post-apocalyptique. Au programme de l'épisode, la zone de quarantaine de Boston. Ainsi, Payneau s'inspire de références réelles telles que des camps de réfugiés pour l'intérieur de la zone et tout type de catastrophe, naturelle ou non, pour l'extérieur. Et avec Mazin, ils mettent en place une ligne directrice, une simple phrase qui les guidera dans la conception de cet univers, à savoir que le monde construit a été déconstruit puis reconstruit. Un mantra qui partit d'une simple photo de chaises réassemblées à l'aide de morceaux de bois et de fils de fer dans une rue de Hong Kong. Face à cette photo, Mazin tenait ce qui allait constituer la moelle épinière de la direction artistique de la série. Mais bien évidemment, tout partirait du jeu, dont certains décors seraient rebâtis quasiment à l'identique. Ainsi, la zone de quarantaine sera bâtie en un temps record de 2 mois, en s'inspirant de bidonvilles et de logements sociaux. Très impliquée, l'équipe artistique soignera le moindre détail pour offrir un résultat irréprochable. Et le décor, immense, s'étalera sur 3 acres au sein d'un plateau extérieur des studios de Calgary. Un plateau qui impressionnera tout le monde, et notamment les acteurs. Du côté de Pascal et Ramsey, Mazin et Druckmann sont soulagés de constater que leur alchimie est immédiate. Les 2 vedettes de la série s'entendent à merveille et deviennent immédiatement complices. Quant à Merle Dandridge, qui reprend son rôle de Marlène, l'actrice se retrouve cette fois plongée pour de bon dans cet univers, ce qui constitue une expérience hors du commun pour elle, qui enfile réellement le costume et évolue dans des décors tangibles. Une expérience bien différente, mais terriblement exaltante. L'épisode de Mazin bouclé, ce n'est pas sa suite directe qui est mise en boîte, mais l'épisode d'encore après. Ouais, le planning il est un peu bordélique.
Lorsque Mazin et Junkman se sont mis au travail sur cette adaptation, ils ont très vite accepté le fait qu'il y aurait des changements, certains inévitables et d'autres beaucoup plus arbitraires. Et l'épisode dont je vais vous parler appartient clairement à la seconde catégorie. Dans la première moitié du jeu The Last of Us, les joueurs faisaient la connaissance du personnage de Bill. Survivaliste rustre et paranoïaque, Bill faisait office d'allié le temps d'un chapitre durant lequel Joel et Ellie l'accompagnaient à travers sa ville envahie d'infectés pour y trouver une voiture en état de marche. À première vue, Bill semble être un solitaire endurci, totalement coupé du monde et satisfait de sa vie d'ermite. Mais on apprendra vite, à travers divers indices plus ou moins subtils, que Bill entretenait en réalité une relation amoureuse avec Frank, qu'il désignait comme son partenaire. Toutefois, Frank, lassé de cette vie recluse et de la personnalité difficile de Bill, finit par le quitter pour tenter sa chance à l'extérieur et rejoindre la zone de quarantaine de Boston. Mais à la fin du chapitre, Joel, Ellie et Bill découvrent son corps sans vie, pendu après avoir été mordu par un infecté. Et dans la pièce d'à côté, une lettre destinée à Bill, dans laquelle il lui fait part de toute la haine qu'il ressent pour lui. Dans le jeu, Bill incarne une version possible de Joel, un homme brisé qui, à force de se refermer sur lui-même, finit seul et amer. Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that sort of shit's good for one thing: getting you killed. Mais Mazin, lui, a vu en ce personnage l'opportunité de raconter une autre histoire. Une histoire bien plus optimiste qui explorerait cette fois-ci les formes positives de l'amour. Une idée qu'il soumit à Junkman qui, d'abord sceptique, finit par se laisser convaincre. Pour incarner Bill, c'est Con O'Neill qui est choisi par Mazin, ayant précédemment travaillé avec lui sur Tchernobyl. Mais une fois encore, un conflit de planning aura raison de cette potentielle nouvelle collaboration. L'acteur étant finalement pris par le tournage de la série HBO Our Flag Means Death. Pour le remplacer, la productrice Caroline Strauss suggère alors à Mazin le génialissime Nick Offerman. J'aime Nick Offerman. S'il restera probablement dans les annales comme l'irrésistible Ron Swanson de la série comique Parks and Recreations, Mazin sait bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que la comédie est en réalité un chemin vers le drame comme il l'a lui-même expérimenté. Il s'inspire également de Vince Gilligan qui n'a jamais hésité à embaucher des acteurs de comédie pour des rôles dramatiques sur sa série Breaking Bad. Mais Offerman avait de toute façon déjà prouvé son aisance dans des rôles plus dramatiques, notamment avec Devs, la mini-série d'Alex Garland. Si c'est pas déjà fait, regardez Parks and Rec. Et si c'est pas déjà fait non plus, regardez Devs. Lorsque Mazin lui envoie ce script, il prévient l'acteur. Si ce scénario ne lui convient pas, il ne recevra plus rien d'autre de sa part, car il n'écrira jamais rien de meilleur. Le problème, c'est qu'Offerman a également un conflit d'emploi du temps. C'est donc un vrai dilemme, car il trouve ce scénario brillant. Il fait alors lire à sa femme, l'actrice Megan Mullally, qui, une fois sa lecture terminée, ne lui laisse pas le choix. Tu pars à Calgary, mon pote. Il sera donc Bill. Quant à Frank, qui sera de la partie pour incarner autre chose qu'un cadavre, c'est Murray Bartlett qui est choisi, son charisme et sa chaleur naturelle formant un parfait contraste avec la dureté apparente d'Offerman. L'épisode entame ainsi son tournage en septembre 2021 sous la houlette de Peter Hoare, un spécialiste de la série télé qui compte notamment Doctor Who, Umbrella Academy et Daredevil sur son CV. Cette fois-ci, l'équipe de John Payno devra recréer rien de moins qu'une ville fantôme. Et pour ce faire, il s'installe dans l'ancien quartier de Beechwood Estates à High River, à 30 minutes de Calgary. Une zone frappée par une terrible inondation en 2013, forçant 120 000 habitants à quitter leur domicile. C'est donc là que l'équipe allait bâtir Lincoln, la ville de Bill, qui devient par la suite la ville de Bill et Frank. Et le décor évoluera au fil de l'épisode, car une de ses particularités, c'est qu'il s'étend sur 20 ans. Et si la ville s'avère plutôt froide au début, à l'image de Bill qui vise avant tout la fonctionnalité et le pragmatisme, elle prend petit à petit vie grâce à Frank, qui apportera couleur, fleurs, peinture et vie. L'épisode est donc centré sur la relation amoureuse entre Bill et Frank, et cela passera notamment par une scène intime au lit entre les deux hommes, essentielle pour marquer le début de leur histoire. Cette séquence, qui se veut belle et chaleureuse, place cependant Nick Offerman hors de sa zone de confort. Heureusement, il pourra compter sur les soutiens du réalisateur Peter Hoare et de son partenaire à l'écran Murray Bartlett, tous deux homosexuels qui feront en sorte qu'il soit le plus à l'aise possible. La confiance entre les deux acteurs sera cruciale pour la réussite de l'épisode, et heureusement, elle sera bien au rendez-vous. Et pour conclure cet épisode bien éloigné du matériau d'origine, un hommage direct au jeu est intégré. Un simple plan sur la fenêtre de la maison de Bill. Une idée suggérée par le directeur photo Eben Bolter, fan du jeu, qui souhaitait évoquer son écran titre emblématique. Le tournage de l'épisode bouclé, c'est au tour de Neil Druckmann de passer derrière la caméra. Et ce sera une grande première pour lui. S'il n'est pas novice en matière de mise en scène ni en direction d'acteurs, ayant supervisé les scènes de The Last of Us 1 et 2 ainsi que d'Uncharted 4 dans le volume, le plateau de performance capture de Naughty Dog, il n'avait encore jamais entrepris un véritable tournage en prise de vue réelle. Et ça n'a pas grand chose à voir. Sur le volume, ce qui compte avant tout, ce sont les performances d'acteurs. Mais pour ce qui est du reste, tout peut être modifié a posteriori. La liberté est énorme, permettant à l'équipe de procéder à tous les ajustements nécessaires en termes de décor, lumière, angle de caméra, costume des personnages, même leur visage peut être entièrement remodelé. Mais sur un plateau, chaque décision est gravée dans le marbre. Certes, quelques ajustements sont possibles en post-production grâce aux effets visuels, mais la latitude n'est clairement pas comparable. Druckmann doit donc apprendre à travailler avec ces nouvelles contraintes, et il est nerveux le bonhomme. Compréhensible. Ceci dit, il est aussi émerveillé de voir son univers de pixels prendre vie sous ses yeux grâce à la somme de talents réunis par Mazin et HBO. Le Boston post-apocalyptique notamment sera recréé dans les rues d'Edmonton en limitant les fonds bleus au strict minimum. Et curieusement, le plus gros défi rencontré par John Payno concernera la végétation. En effet, ce dernier constate assez rapidement qu'au Canada, le choix est très limité en matière d'arbres. Il y a des sapins,
et des sapins. Et quand c'est la saison, parfois, il y a des sapins. Par conséquent, Peino est obligé de faire importer les arbres et plantes dont il a besoin pour habiller ses décors avec la végétation nécessaire. Mais l'univers de The Last of Us ne se résume pas qu'à ces décors post-apocalyptiques. Il y a un autre élément essentiel, les claqueurs. Quand le cordyceps infecte un hôte, l'infection progresse par étapes. Et l'un des stades avancés donne naissance aux terrifiants claqueurs, surnommés ainsi à cause des sons qu'ils émettent pour se repérer dans l'espace. Privés de la vue à cause des excroissances fongiques qui ont envahi leur crâne, l'écolocalisation devient leur seul moyen de chasser. Et dans ces cas-là, mieux vaut pas qu'ils vous tombent dessus. Et mieux vaut pas pour eux qu'ils me tombent dessus. Pour leur donner vie à l'écran ainsi qu'au reste désinfecté, Mazin et Juckman se mettent vite d'accord sur une chose. Il faut prioriser l'utilisation de costumes et de prothèses bien réels. Les effets visuels ne seront utilisés qu'en dernier recours pour améliorer le rendu des effets pratiques. Et étant donné qu'on change pas une recette qui marche, l'objectif sera de les recréer à l'identique, comme s'ils sortaient tout droit des jeux, que ce soit dans leur apparence, leur démarche ou dans les sons qu'ils émettent. Pour prendre en charge la partie maquillage, Barry et Sarah Gower de BGFX entrent en jeu. À leur actif, Game of Thrones, mais surtout Tchernobyl, où ils avaient conçu les corps des pauvres victimes des radiations. Et ce qu'il y a d'assez cocasse, c'est que Barry Gower n'est pas un grand fan de champignons. Mais c'est pas juste qu'il les aime pas, il les déteste. La texture, le goût, l'odeur, ça passe pas. Il a dû kiffer tous ces mois de travail, le gars. Pendant la pré-production, l'équipe passa 4 mois à concevoir les différents stades d'infection, et leurs principales sources d'inspiration seront bien évidemment la nature et les champignons, qu'ils étudieront de près. Ainsi, les mineuses leur serviront de base pour concevoir les sortes de veines blanches qui parcourent le visage des infectés. Et pour les champignons qui recouvrent le crâne des claqueurs, ils utiliseront les polypores sous frais. Le mycélium sera également une référence importante, suivant une idée de Mazin qui voulait apporter un élément inédit à la façon dont la maladie se propage. Dans le jeu, il y a 2 manières d'être infecté par le cordyceps, les morsures des infectés et les spores. Mazin imagine ainsi que lors d'une morsure, des filaments sécrétés par les infectés se répandent dans le corps de leurs victimes depuis leur bouche. Barry Gower et son équipe seront donc chargés de concevoir de longs filaments très fins en silicone émergeant de la bouche des infectés et s'accrochant au corps des victimes mordues. Le tout pour un rendu réaliste et un peu dégueu. Mais malgré l'aspect horrible des créatures, l'équipe de BGFX fera en sorte qu'il y ait de la beauté dans leur rendu, principalement au niveau des couleurs. Et quand Juckman vient voir les premiers essais maquillage, il a les larmes aux yeux. Face à lui, la création de Naughty Dog prend véritablement vie et c'est une expérience grisante. Pour recréer leur fameuse gestuelle désarticulée et saccadée, la production fait appel au cascadeur Terry Notary, un expert en chorégraphie de créatures fictives qui avait notamment travaillé sur les orques de Warcraft dont on a parlé l'année dernière. Sur le plateau, Juckman aura donc l'honneur d'être le premier à mettre en scène les claqueurs sur la série. Et de manière générale, malgré sa relative inexpérience, il s'en sort avec les honneurs. Le seul conseil d'importance que Mazin lui donnera sera d'attendre un peu avant de crier coupé, arguant que de beaux moments inattendus peuvent parfois survenir en fin de prise. L'une des séquences capitales de cet épisode survient dans ces toutes dernières minutes. Je veux bien sûr parler du fameux baiser. L'idée derrière ce concept, c'était de montrer que quand un humain ne résiste pas, l'infection se fait plus doucement, presque tendrement. Ce n'est que s'il se bat et qu'il résiste que les créatures deviennent violentes. Ainsi, Juckman et Xenia Sereda ont pris le parti de tourner cette scène comme un baiser romantique, avec une lumière douce pour rendre le moment encore plus perturbant. Les showrunners souhaitant éviter un affrontement classique pour montrer un aspect plus dérangeant de l'infection. Eh bah, mission accomplie les gars. L'intro de cet épisode prend place à Jakarta, ce qui constitue une grande première dans l'univers de The Last of Us qui n'avait jusqu'alors jamais dépassé les frontières américaines. Un choix pleinement assumé par Mazin et Juckman qui voulaient souligner la dimension mondiale de l'infection au cordyceps. Dans un premier temps, ils avaient même envisagé de montrer des images de plusieurs pays touchés. Mais étant donné que ça coûterait un poil chéro cette affaire, Mazin décida finalement de concentrer le récit sur l'Indonésie en adoptant le point de vue d'une mycologue. Le but étant, encore une fois, d'apporter réalisme et crédibilité à cet univers. Et pour la petite info, en écrivant cette intro, Mazin s'est inspiré de Vince Gilligan et des teasers de Breaking Bad. Il voulait que le public se sente désorienté et confus. Suite à ce tournage, et après plusieurs mois passés à enchaîner les allers-retours entre Los Angeles et Calgary, Juckman décide de se concentrer sur ses engagements envers Naughty Dog. Il laisse donc Mazin superviser le reste de la saison, lui accordant sa pleine confiance pour mener à bien le projet et ne pas tout faire foirer. La suite, c'est donc au tour de Lisa Johnson de la prendre en charge, et ça ne sera pas l'épisode 4, mais l'épisode 7. Because fuck la chronologie. Lisa Johnson a débuté sa carrière en signant 4 longs métrages et de nombreux courts entre 2000 et 2016 avant de se spécialiser dans la télévision en travaillant notamment sur American Horror Story et l'excellente What We Do in the Shadows. Et sur The Last of Us, Johnson n'hérite pas de n'importe quel épisode, puisqu'elle se voit chargée de mettre en scène Left Behind. Left Behind, c'est une partie de l'histoire de The Last of Us qui prit la forme d'un contenu additionnel sorti quelques mois après le jeu original.
Au cœur de celui-ci, un flashback centré sur la relation entre Ellie et sa meilleure amie Riley. Si Druckmann et Mazin avaient bien l'intention d'adapter cet arc central au développement du personnage d'Ellie, ils pensaient à l'origine en faire un épisode entièrement déconnecté de la narration principale. Mais HBO leur suggéra plutôt de l'intégrer au récit global, ce qui était d'ailleurs le cas dans le jeu original. C'est l'actrice Storm Reid qui est choisie pour incarner Riley. Et tout comme ce fut le cas avec Pascal, elle et Bella Ramsey n'auront que peu de temps pour tisser des liens avant le tournage. Une fois de plus, la production croise donc les doigts pour que leur alchimie opère face caméra. Et par chance, ce sera bien le cas. L'histoire de Left Behind prend place dans un immense centre commercial abandonné. John Payno fit donc de son mieux pour trouver le lieu de tournage idéal dans Calgary et il finit par tomber sur le Northland Village Mall, un immense complexe commercial abandonné depuis septembre 2021 et voué à la destruction. C'était comme si le destin avait placé l'endroit parfait sur leur route. La production peut donc transformer les lieux à sa guise, ajoutant tous les éléments nécessaires. Une boutique Victoria's Secret, un magasin de farce et attrape, un carrousel de 1941 spécialement loué pour l'occasion, sans oublier la végétation envahissante pour accentuer l'aspect post-apocalyptique du décor. Pour autant, l'équipe va devoir faire face à une limite d'importance, le fait que ce centre commercial ne possède qu'un niveau, alors que celui du jeu en compte deux. Pendant un temps, Mazin et Druckmann se demandent s'ils ne vont pas devoir s'en contenter. Mais ils décident finalement de camper sur leur position, car ils refusent de renoncer à un plan clé, celui d'Ellie, de dos, observant le centre commercial s'illuminer sous ses yeux depuis l'étage. Ce moment, visuellement fort, doit absolument être préservé. Il faudra donc user d'astuces et d'effets visuels dans la plupart des plans pour donner l'illusion d'une structure plus imposante. Un vrai défi technique. Quant au fameux plan de Ellie, il sera tourné dans le studio de Calgary devant un fond bleu. La magie opérera donc en post-production sous la houlette du superviseur des effets visuels Alex Wang, tellement fan du jeu qu'il a quitté ILM pour venir travailler sur la série. Ouais, carrément. Hyper fan le mec. C'est ensuite au tour de la cinéaste bosnienne Jasmila Žbanić d'entrer en jeu. Žbanić, dont le film La Voix d'Aïda fut nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger en 2021, a vécu en plein cœur de Sarajevo pendant son siège par l'armée serbe de 92 à 96. Une expérience qui faisait d'elle la réalisatrice idéale pour mettre en scène les épisodes 5 et 6, qui allaient adapter l'arc du jeu situé à Pittsburgh, où Joel et Ellie font face à un impitoyable groupe de survivants. Mais la cinéaste refusa la proposition de Druckmann et Mazin, jetant plutôt son dévolu sur un autre épisode. Plutôt que de parler des horreurs de la guerre, elle préférait explorer la beauté d'une communauté qui se construit et résiste face à l'adversité. Elle prit donc en charge l'épisode se déroulant à Jackson, une ville qui lui rappelait les aspects les plus positifs du siège de Sarajevo. Malgré le chaos au-delà de ses frontières, Jackson tient bon, prouvant que l'espoir peut subsister même dans les heures les plus sombres. Là encore, John Payno et son équipe vont avoir du boulot pour recréer Jackson, un lieu emblématique du deuxième jeu où Joel retrouve son frère Tommy. Mais pourquoi montrer un lieu du deuxième jeu alors que l'histoire racontée est celle du premier ? Hein ? Dans le jeu The Last of Us, Joel et Ellie ne pénètrent jamais dans Jackson. Ils rencontrent Tommy et son groupe dans une centrale hydroélectrique qu'ils tentent de remettre en état. Si l'intention originale des développeurs était bien de montrer la ville, les contraintes budgétaires eurent raison de leurs ambitions et ils durent par conséquent se contenter d'une vue de loin. Mais pour la série, Mazin et Druckmann avaient cette fois-ci la possibilité d'explorer Jackson, et ils n'avaient pas l'intention de s'en priver. L'équipe investit donc la ville de Canmore, à une centaine de kilomètres de Calgary, où ils s'affairent à recréer Jackson, installant écurie et enclos sur un terrain de 2000 m². Les habitants et commerçants de Canmore leur réservent d'ailleurs un accueil chaleureux, leur laissant carte blanche pour transformer la ville à leur guise. Sur cet épisode, une scène emblématique du premier jeu sera reproduite quasiment à l'identique. Une scène adorée des joueurs qui marque un tournant dans la relation entre Joel et Ellie. Ramsey et Pascal ressentent donc une véritable pression pour être à la hauteur des attentes. La jeune actrice a d'ailleurs avoué ne pas avoir dormi pendant plusieurs nuits tellement la pression était forte. L'épisode est finalement bouclé le 9 décembre après un passage par l'université Mount Royal et l'Institut de technologie du sud de l'Alberta, qui feront office d'université du Colorado grâce à la magie du montage. En février, le réalisateur iranien Ali Abbasi rejoint le projet. Il mettra en scène l'épisode où Ellie affronte un groupe de survivants cannibales dirigé par David, sorte de gourou local bien évidemment fou dangereux. Ali Abbasi avait précédemment fait parler de lui avec Border, son deuxième film qui remporta le prix Un certain regard à Cannes en 2018. Et dernièrement, il a signé The Apprentice, le biopic sur Donald Trump avec Sebastian Stan. Sur cet épisode, Troy Baker, l'interprète du Joel vidéoludique, se voit offrir le rôle de James, le bras droit de David, qui sera quant à lui incarné par Scott Shepherd. Et les prises de vue démarrent le 7 février 2022 à 30 minutes de Calgary, dans la ville d'Okotoks, où une cascade à base de faux cheval est notamment mise en boîte. Ils partent ensuite pour le parc national de Waterton Lakes, connu pour ses vastes étendues enneigées. Sauf qu'à leur arrivée, c'est la déception. Y a pas tant de neige que ça. On trouve bien quelques tas de neige près des bâtiments, mais rien sur la route, ni sur l'herbe. Bref, on est loin du spectaculaire paysage enneigé tant désiré. L'équipe n'a donc d'autre choix que de prendre les devants en faisant venir 350 camions-bennes remplis de neige pour recouvrir 10 pâtés de maison. Et bien évidemment, une fois que tout est en phare couvert, la neige se met à tomber. Ils ont tellement dû avoir envie de crever les pauvres. Et puis aussi, il fait froid. Alors ok, c'était le but, mais il fait vraiment très froid. On est au beau milieu du Canada en plein hiver et les températures atteignent par conséquent les moins 17 degrés Celsius. Et comme si c'était pas suffisant, l'équipe utilise 3 énormes ventilateurs pour simuler le blizzard. Le tout pour le plus grand plaisir de Pedro Pascal qui va se geler les miches comme jamais il ne s'était gelé les miches. De son côté, Bella Ramsey vit un tournage difficile, son personnage étant constamment mis à l'épreuve dans cet épisode. Le climax, particulièrement intense, s'achève dans un véritable bain de sang où Ellie laisse exploser toute sa rage et sa violence. Une scène particulièrement exigeante pour l'actrice, tant physiquement qu'émotionnellement. Suite au tournage
tournage de cet avant-dernier épisode de saison, ce sont les épisodes 5 et 6 qui prennent forme sous la houlette de Jeremy Webb, qui a roulé sa bosse sur un nombre incalculable de séries. Et notamment Légion. Regardez Légion. Comme dit précédemment, les épisodes 5 et 6 sont dédiés au chapitre du jeu qui se déroule dans Pittsburgh, où Joel et Ellie tentent de se frayer un chemin après avoir subi l'attaque des chasseurs, un groupe de survivants pas très amical. Pour la série, Pittsburgh est remplacé par Kansas City, dont l'architecture correspondait davantage à Calgary. Ces deux épisodes seraient donc riches en affrontements violents entre nos deux personnages et une armée d'agresseurs, promettant nombre de scènes d'action impliquant notamment des fusillades. Bella Ramsey suivra donc une formation pour le maniement des armes, même s'il lui sera demandé de conserver une certaine maladresse dans ses gestes pour plus de réalisme. En réfléchissant à la façon dont ils allaient adapter The Last of Us, Mazin et Juckman en sont vite venus à aborder un point essentiel, à savoir le traitement de la violence. Dans un jeu vidéo comme celui-là, la violence est quasiment omniprésente. Elle fait partie du gameplay, car nous incarnons un personnage qui doit sans cesse se battre pour sa survie. On passe donc une grande partie du temps de jeu à voir Joel abattre des dizaines et des dizaines d'ennemis. Mais dans une série, on ne peut pas procéder de la même manière. Voir Joel tuer des ennemis à l'appel pendant 1 heure n'apporterait rien à l'histoire et ferait même perdre à la violence tout son impact. Il décide ainsi de limiter ses affrontements au strict minimum, et surtout de s'assurer que Joel et Ellie n'affronteront non pas de vulgaires méchants interchangeables, mais des personnages humains avec de réelles motivations, dont la mort ne devra pas laisser le public indifférent. C'est ainsi que le groupe des chasseurs se retrouve grandement approfondi pour la série, nous permettant d'en apprendre beaucoup plus sur eux et sur leurs motivations, notamment à travers le personnage de Kathleen, leur leader redoutable incarné par Melanie Lynskey. Et pour façonner ce personnage, Mazin a puisé son inspiration dans la littérature, plus précisément dans le personnage de Madame de Farge du Conte des Deux Cités de Dickens, un personnage qui, derrière son apparence anodine, s'avère en réalité être une figure redoutable du mouvement révolutionnaire français. Aveuglée par sa haine des aristocrates et consumée par une insatiable soif de vengeance, Madame de Farge symbolise le cycle de la violence, où la quête de justice finit par se muer en une traque sans fin et dénuée de sens. Et Kathleen devait donc correspondre à cet archétype. Et si une enseignante de maternelle était en charge de faire régner la terreur pendant la Révolution française? Melanie Lynskey semblait parfaite pour incarner ce mélange troublant de douceur apparente et de brutalité implacable, capable des pires atrocités sans jamais élever la voix. De plus, Mazin tenait à choisir une actrice très différente d'Anna Torv, autre figure marquante de la série, afin d'éviter toute redondance entre les personnages. Aux côtés de Kathleen, son bras droit Perry, qui sera quant à lui interprété par Jeffrey Pierce, qui incarnait Tommy dans les jeux. Parce qu'on n'oublie pas les copains. Si Kathleen et Perry sont deux personnages entièrement nouveaux, deux autres personnages bien connus des joueurs font leur entrée dans ces épisodes, Henry et Sam. Deux frères qui tentent de quitter la ville et qui, dans le jeu, deviennent les alliés de Joel et Ellie le temps des 2 chapitres dédiés à Pittsburgh. C'est Lamar Johnson qui incarnera Henry, responsable de son jeune frère Sam. Mais en ce qui concerne Sam, la quête d'un acteur va s'avérer plus complexe que prévu. Alors qu'ils sont en pleine session écriture, Mazin a soudainement une idée qu'il soumet à Juckman. Et si Sam était sourd? Juckman lui lance alors un regard frustré. Il est terriblement déçu de ne pas y avoir lui-même pensé. Un personnage si jeune et atteint d'un tel handicap ajoutera une tension supplémentaire aux épisodes et permettra de modifier la dynamique entre les deux frangins, Sam devenant d'autant plus dépendant de son grand frère. De plus, cela permettra de ne pas répéter la dynamique déjà établie entre Joel et Ellie. C'est la série This Close, co-créée par ses deux acteurs principaux sourds-muets, Josh Feldman et Shoshana Stern, qui a inspiré Mazin à doter Sam de cette caractéristique. Devenu ami avec Stern, Mazin lui fera lire le script pour s'assurer que son traitement du personnage soit cohérent et réaliste. Le problème maintenant, ça va être de trouver un enfant noir sourd-muet d'une dizaine d'années capable de signer, de jouer la comédie et qui soit plutôt petit pour ne pas dépasser les 1m56 de Bella Ramsey. Désespéré, Mazin finit par lancer un appel au monde sur Twitter en février 2022, à quelques semaines du tournage de l'épisode 5. Et il n'obtient que 5 réponses. Parmi ces réponses, le jeune Kevin Woodward, 9 ans, qui impressionne l'équipe et rejoint donc le projet. Sur le tournage, beaucoup des membres de l'équipe vont apprendre à signer pour être à même de communiquer avec lui. Tout comme Lamar Johnson, les interactions entre lui et son jeune frère Sam devront être aussi crédibles que possible à l'écran. Et pour s'en assurer, CJ Jones, professeur d'art dramatique sourd-muet, est présent sur le plateau. Il veillera à ce que le jeune acteur communique sans problème avec l'équipe et que Johnson signe parfaitement lors de ses prises. Mais un plus gros défi encore attendait l'équipe sur cet épisode, la séquence du cul-de-sac. Une séquence qui allait prendre pour modèle la fin de l'arc dédié à Pittsburgh, dans laquelle les 4 survivants font face aux chasseurs et à une vague d'infectés dans un quartier résidentiel à l'abandon. Ici, action et enjeux seront démultipliés pour donner naissance à l'une des séquences les plus ambitieuses de la saison. Et étant donné la complexité du tournage à venir, comprenant explosions, coups de feu, cascades en voiture, effets visuels et effets de maquillage sur les nombreux cascadeurs incarnant les claqueurs, il sera impossible de la tourner en décor réel. John Peno et son équipe se chargent ainsi de bâtir tout un quartier résidentiel sur un terrain vague pour pouvoir tourner de façon sécurisée et totalement contrôlée. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'atteler à cette tâche titanesque, 9 semaines seulement. Et pour respecter ce délai ultra serré, ils vont carrément faire appel à de véritables constructeurs de maisons. Si la séquence devait originellement se dérouler 2 jours comme dans le jeu, ils décident finalement d'en faire une scène nocturne pour amplifier son impact visuel. Et ce choix aura des conséquences, car il faudra pas moins de 4 semaines de tournage de nuit pour la mettre en boîte, ce qui s'avérera
éprouvant pour toute l'équipe. Pour ce qui est des infectés, la prod s'apprête à accueillir 80 cascadeurs pour donner vie à tout autant de claqueurs. Ainsi, Terry Notary va mettre en place un camp d'entraînement spécial pour leur apprendre à se mouvoir correctement. Et si les cascadeurs porteront des prothèses conçues par BGFX, beaucoup d'effets visuels seront également de la partie, que ce soit pour améliorer leur rendu ou pour intégrer encore plus d'infectés dans la scène et augmenter une foule déjà impressionnante. Pour ce faire, ils procéderont à de la capture de mouvement pour disposer de références solides qui seront transmises à Weta FX. Et parmi cette horde d'infectés, un spécimen qui hante encore les cauchemars des joueurs. Le Colosse, sorte de claqueur sous stéroïdes, massif, brutal et quasiment invulnérable. Rien d'insurmontable. À l'origine, Mazin et Junkman n'étaient pas sûrs d'intégrer le Colosse à la série, craignant qu'un monstre pareil ne vienne entacher la crédibilité générale qu'ils tentaient d'instaurer. Mais après quelques mois d'hésitation, ils finissent par céder à la tentation. Pour incarner cette monstruosité, l'équipe fait appel à Adam Basile, bodybuilder d'1m93 qui avait auparavant donné de sa personne sur Game of Thrones. Sur le tournage, il doit enfiler de multiples prothèses qui limitent énormément ses mouvements. Il devra donc lui aussi subir un lifting numérique. Ainsi, son jeu d'acteur sera utilisé comme référence, mais sa vitesse et sa taille seront ajustés pour le rendre encore plus impressionnant. Autre guest parmi les infectés, un enfant claqueur incarné par Skybell Cowton, contorsionniste de 9 ans incarnant une créature que Mazin se plaît à décrire comme merveilleusement dérangeante. Une fois la scène bouclée, enfin en grande partie parce qu'ils vont revenir dessus plus tard, c'est au tour de l'épisode final d'être mis en boîte. En mai 2022, Ali Abbasi fait donc son retour derrière la caméra pour tourner cet ultime épisode. Un épisode qui va profiter d'une séquence d'ouverture inédite et fondamentale à plus d'un titre. Dans The Last of Us, on en sait très peu sur les parents d'Ellie qui sont morts depuis longtemps. Seule sa mère, Anna, est brièvement mentionnée par Marlène qui était sa meilleure amie. Mais au-delà de ça, c'est le flou total. Pourtant, Neil Druckmann a toujours voulu en dévoiler plus. Depuis la sortie du premier jeu, il avait en tête une courte histoire centrée sur la naissance d'Ellie. Il a d'abord envisagé d'en faire un court-métrage d'animation, mais le projet n'a jamais abouti. Il a ensuite pensé à une version en live action, sans succès non plus. Mais il n'a jamais abandonné l'idée, car cette histoire contient un élément crucial, le secret de l'immunité d'Ellie. Ainsi, des années plus tard, en travaillant sur l'adaptation, il mentionne cette idée à Mazin qui manque de tomber de sa chaise. Il faut intégrer cette histoire à la série. Et pour prêter ses traits à Anna, une actrice s'impose naturellement. Ashley Johnson, l'interprète d'Ellie dans les jeux. Un choix à la portée symbolique très forte qui voit la Ellie des jeux donner naissance à la Ellie de la série télé. Et lorsque Neil Druckmann appelle Johnson pour lui offrir le rôle, l'actrice est tellement heureuse qu'elle fond en larmes. Sur le plateau, c'est une scène particulièrement physique qui l'attend, où son personnage accouche tout en affrontant une infectée incarnée par une cascadeuse très investie. Résultat, des bleus pour Johnson et un œil au burner pour Kelsey Andrews, la cascadeuse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Ashley Johnson n'est pas la seule actrice de The Last of Us à apparaître dans l'épisode final de la première saison, puisqu'on y trouve également un caméo de Laura Bailey. Dans le jeu The Last of Us Part 2, elle incarnait Abby, un personnage capital qui sera donc au cœur de la saison 2. Mais à l'origine, elle avait également incarné une infirmière apparaissant à la fin du premier jeu, un rôle qu'elle reprend donc pour la série. Parmi les moments inoubliables du premier jeu, il en est un qui se distingue particulièrement par sa douceur. Alors que l'on aborde le chapitre final de l'aventure, on assiste à la rencontre impromptue entre Joel, Ellie et une girafe. Une séquence qui allait bien évidemment être reproduite dans la série et à l'identique, mais insistant sur ce point. Pour y parvenir, l'équipe s'installe dans le zoo de Calgary et fait la connaissance de Naboo, la girafe choisie pour figurer dans la scène. Pedro Pascal et Bella Ramsey pourront donc interagir avec elle de la même manière que leurs personnages, le tout devant un fond bleu qui sera remplacé par un arrière-plan de Salt Lake City en post-production. À 3 semaines de la fin du tournage, Mazin, qui supervise la post-production en parallèle, se rend compte que l'intro du tout premier épisode ne fonctionne pas. Autrement dit, la scène la plus capitale pour capter l'intérêt du public ne remplit pas son office. C'est très grave. Au départ, Mazin avait imaginé une séquence prenant place sur le plateau d'une émission scientifique où des experts parleraient des infections fongiques, permettant ainsi de présenter efficacement le cordyceps au public. Mais Druckmann ne fut pas emballé par cette idée et proposa plutôt une ouverture au format documentaire avec voix off, similaire à l'extrait de Planet Earth qu'il avait tant inspiré des années auparavant. Ils décidèrent donc de partir sur cette idée. Mais alors que la série achève bientôt son tournage et commence petit à petit à prendre forme en post-production, Mazin trouve que cette séquence documentaire est ennuyeuse et n'a pas l'impact qu'ils espéraient. Il en parle alors à Druckmann et lui soumet à nouveau son idée initiale du débat télévisé. Il lui présente même le scénario de la scène qu'il a en tête, inspiré de ses multiples échanges avec des mycologues. Cette introduction permettrait non seulement d'expliquer le fonctionnement du cordyceps, mais aussi de renforcer la crédibilité de la pandémie en montrant comment le changement climatique pousse les champignons à s'adapter, les rendant ainsi plus dangereux pour l'être humain, car désormais capable de résister à notre température corporelle. Cette fois-ci, Druckmann est convaincu et Mazin tournera donc cette scène lui-même. Mais ce ne sera pas le seul ajustement auquel ils vont devoir procéder. En effet, HBO trouve que la fin du premier épisode ne donne pas spécialement envie de revenir la semaine suivante.
Juste après la mort de Sarah dans les bras de Joel, l'épisode devait se conclure suite au saut dans le temps de 20 ans, où l'on aperçoit Joel se débarrasser froidement du corps d'un enfant, soulignant ainsi sa perte totale d'humanité. Mais pour HBO, ce n'est pas assez marquant. Si The Last of Us tourne entièrement autour de la relation entre Joel et Ellie, il faut le faire comprendre au public néophyte en les faisant se rencontrer dès le premier épisode, produisant ainsi l'engagement émotionnel recherché. Ainsi, il est décidé de fusionner les deux premiers épisodes, abaissant ainsi le total d'épisodes à 9 au lieu des 10 initialement prévus. Mazin endosse alors à nouveau la casquette de réalisateur et part tourner des plans supplémentaires dans la ville d'Olds. Si une grande partie des rushs tournés par Kantemir Balagov est conservée, l'épisode change drastiquement, tant et si bien que le réalisateur russe ne sera finalement pas crédité au générique. Suite à quoi, après la captation de derniers plans dédiés à la séquence du cul-de-sac, le tournage principal de la saison 1 s'achève le 11 juin 2022. Mais le travail est loin d'être terminé. Au montage, Timothy Haygood et son assistante monteuse Emily Mendez. S'ils étaient à l'origine censés ne monter qu'un épisode, Mazin est tellement satisfait de leur travail qu'ils héritent de pas moins de 7 épisodes en tout. Une charge de travail titanesque qui pousse Good à faire de Mendez sa co-monteuse sur 4 épisodes. Et les deux monteurs se complètent très bien, Good ne connaissant absolument rien au jeu et Mendez en étant fan. Ils se font ainsi les ambassadeurs des deux parties du public, s'assurant que tout le monde soit satisfait. Et pour ce qui est des 2 épisodes restants, les 2 et 8, ils seront respectivement montés par Mark Hartzell et Cindy Molo. Pour ce qui est du design sonore, beaucoup de travail serait évidemment nécessaire pour pleinement donner vie à cet univers, et l'une des parties majeures du travail concernera le son des claqueurs. L'objectif sera de recréer à l'identique ce bruit désormais emblématique. Et pour être sûr de pas se louper, l'équipe fait intervenir Misty Lee et Philippe Kovacs, la comédienne et l'ingénieur du son ayant prêté leur voix aux claqueurs des jeux. À la musique, Gustavo Santaolalla, le compositeur des jeux, fait son retour, mais il n'est pas seul. La bande originale de la série résultera en effet d'une collaboration avec le compositeur David Fleming. Une collaboration qui se fait à distance, les deux compositeurs travaillant chacun dans leur studio. De son côté, Santaolalla s'affaire à adapter le langage musical du jeu et ses compositions iconiques à la série. Et certains morceaux fonctionnant à la perfection, ils sont repris quasiment tels quels, ne nécessitant que de légers arrangements. Quant à Fleming, son travail consistera à apporter une nouvelle dimension sonore à la série, sans pour autant trahir l'univers musical existant. Ce dernier se concentrera essentiellement sur les scènes d'action et Santaolalla sur les scènes intimes entre les personnages. Et pour conclure l'épisode 6, Craig Mazin fait appel à sa propre fille, Jessica Mazin, qui interprète au piano une reprise intimiste de Never Let Me Down Again de Depeche Mode, dont la version originale refermait déjà l'épisode 1. Les instructions de Mazin étant d'en faire une reprise lente et bouleversante qui évoquerait une jeune fille en plein deuil de son père. Enfin, du côté des effets visuels, pas moins de 16 équipes se partagent les 3052 plans nécessitant des retouches. Un travail de longue haleine débuté avant même le tournage et étalé sur 20 mois au total. Dineg et Weta FX seront les principaux prestataires, le premier se chargeant de 535 plans et le second de 434. Au programme, d'importantes extensions de décors, en particulier en milieu urbain, pour recréer les panoramas délabrés de Boston, Kansas City et Salt Lake City. Boston, avec ses bâtiments effondrés et la végétation envahissante, représentera un vrai défi sur les 2 premiers épisodes. Sans oublier la spectaculaire bataille du cul-de-sac, où Weta FX devra intégrer de nombreux claqueurs et retravailler les plans du colosse et de la jeune infectée. Pour garantir une fidélité maximale au jeu, ils consulteront les animateurs de Naughty Dog afin de reproduire avec précision les mouvements des créatures. Ils réaliseront également des scans très haute résolution des prothèses conçues par BG et FX, assurant ainsi le rendu le plus cohérent possible entre les plans. Et qui dit série dit générique. Parfois très court, parfois plus long, il joue un rôle essentiel, servant à plonger immédiatement le spectateur dans l'ambiance et l'univers de la série. C'est le studio Elastic qui est choisi pour œuvrer sur la série. Un studio expérimenté puisqu'on lui doit rien de moins que le cultissime générique de Game of Thrones. Et l'équipe d'Elastic travaillera en étroite collaboration avec Mazin et Druckmann, prenant comme base le générique original du jeu basé sur des plans macro de champignons en pleine croissance, tout en l'enrichissant de manière significative. Ils y apportent de la profondeur, des couleurs, beaucoup plus de textures et de nombreux éléments liés au récit, les champignons adoptant des formes de villes, de cartes et de silhouettes humaines. Pour un résultat magnifique. En novembre 2022, HBO officialise la diffusion du premier des 9 épisodes pour le 15 janvier 2023. Pour Mazin, la pression est énorme. Il n'avait jamais rien connu de tel. Sur sa précédente série Tchernobyl, il avait profité de l'effet de surprise. Mais cette fois-ci, il était attendu au tournant. Non seulement parce qu'il était désormais l'homme derrière Tchernobyl, mais surtout parce qu'il s'attaquait à un monument de la culture pop, adoré par des millions de fans. Et comme il le savait, les adaptations de jeux vidéo véritablement réussies se comptaient sur les doigts de la main. Druckmann et lui allaient-il parvenir à briser cette malédiction ? Ne restait plus qu'à attendre le 15 janvier 2023 pour en juger. Le moment venu, le lancement est spectaculaire. Le jour de sa diffusion, le premier épisode attire 4,7 millions de téléspectateurs aux USA, chiffre cumulant les spectateurs télé et ceux de la plateforme HBO Max, résultant en l'un des meilleurs lancements d'une série HBO. Par la suite, les audiences se stabiliseront autour des 8 millions jusqu'à la fin de la saison. Si l'épisode 5 atteint le score impressionnant de 11,6 millions de téléspectateurs, ces chiffres doivent cependant être relativisés. L'épisode ayant été exceptionnellement diffusé dès le vendredi sur HBO Max pour ne pas se faire écraser par le Super Bowl lors de sa diffusion habituelle du dimanche soir. Les
2,6 millions sont donc un cumul des visionnages ayant eu lieu du vendredi au dimanche. Du côté de l'Europe, The Last of Us bat des records d'audience, devenant la série HBO Max la plus vue du continent. Quant à l'épisode 9, il devient l'épisode final d'une série américaine le plus regardée sur la chaîne Sky. En mai, elle atteint une moyenne de 32 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis, devenant ainsi la saison de lancement la plus regardée de l'histoire de HBO. C'est un succès, non ? Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Mais ce n'est pas tout. Les critiques sont enthousiastes et les récompenses pleuvent. Si la série s'incline face à Succession aux Emmy Awards 2024, elle se distingue aux Creative Arts Emmy Awards, où elle remporte les trophées du meilleur acteur invité et de la meilleure actrice invitée pour Nick Offerman et Storm Reid, des meilleurs maquillages, des meilleurs effets visuels, du meilleur générique, des meilleurs montages et mixages sonores et du meilleur montage, soit pas moins de 8 récompenses. Un succès retentissant donc, porté par la passion et l'engagement d'une équipe aussi talentueuse qu'investie. Adapter The Last of Us au format série, c'était l'évidence même. Pourquoi tenter de condenser une histoire aussi riche en un film de seulement 2 heures ? Ce serait clairement se tirer une balle dans le pied, d'autant plus que l'essence même de The Last of Us repose sur une relation entre deux personnages qui se construit lentement et sur la durée. Quoi de mieux que la série pour faire ça correctement ? Mais une question se pose néanmoins. Pourquoi ? Était-il vraiment nécessaire d'adapter The Last of Us ? À cette question, j'ai envie de répondre oui. Oui. Parce que la série a offert aux non-gamers l'opportunité de découvrir cette histoire. Si le jeu vidéo n'est plus ce divertissement de niche qu'il était il y a 20 ans, tout le monde n'est pas pour autant passionné de gaming. Et certains peuvent aimer les jeux vidéo mais ne pas avoir de console PlayStation, ou avoir une console PlayStation sans apprécier ce genre de jeu. Qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas tous nés avec du goût, hein. Enfin, toujours est-il que cette série allait permettre aux néophytes de découvrir cette superbe histoire et aux fans de l'expérimenter différemment. Et comme vous vous en doutez, mon point de vue sera celui de la deuxième catégorie. The Last of Us démarre sur les chapeaux de roue. Dès l'introduction, superbement écrite et mise en scène, Mazin réussit à instaurer une atmosphère particulièrement anxiogène où l'on reconnaît sans difficulté la patte de l'auteur de Tchernobyl. La pandémie n'a pas débuté que l'angoisse est déjà palpable. Et la suite, mise en boîte par Kantemir Balagov, est à la hauteur des attentes. Elle fait honneur au prologue du jeu tout en développant le personnage de Sarah et en maintenant intelligemment un climat de plus en plus oppressant. La séquence en voiture, particulièrement marquante dans le jeu, se trouve ici magistralement mise en image jusqu'à un final explosif, impressionnant sommet d'intensité. Quant à la suite, la mort inévitable de Sarah, même en connaissant à l'avance son sort tragique, la séquence parvient sans difficulté à toucher en plein cœur. Ces 40 premières minutes constituent donc une réussite totale. Et si les raisons exactes du départ de Balagov restent floues, une chose est sûre, le réalisateur a fourni un travail plus qu'exemplaire. Là-dessus, on ne pourra que saluer la volonté de Mazin et Juckman de ne pas tomber dans la facilité concernant leur choix de réalisateur. Vous l'aurez sans doute remarqué, lorsqu'il s'est agi de confier la réalisation des différents épisodes, les showrunners ont souvent fait le choix d'élargir leurs horizons. Ils ne se sont pas contentés d'approcher des réalisateurs de séries, ils sont également allés chercher des cinéastes. Et au lieu de se tourner vers des spécialistes de l'horreur ou de l'action, ils ont préféré choisir des auteurs étrangers primés. Il y avait là une réelle volonté d'aller chercher des talents disposant d'une vraie patte, capables d'apporter une sensibilité et une texture différente à la série, la distinguant du tout venant. Et à en juger par le résultat obtenu par Balagov, cette approche a clairement porté ses fruits. Quant à la deuxième moitié de l'épisode, reprise en main par Mazin, on sent un changement de ton, la mise en scène devenant plus sage. Et je dois dire que j'aurais été curieux de voir ce que Balagov aurait apporté à cette seconde partie. Pour autant, d'un point de vue purement esthétique, le résultat est superbe, profitant d'une direction artistique impressionnante, retranscrivant parfaitement l'univers du jeu et sublimé par une photographie soignée. Et même si j'avoue que j'aurais apprécié voir Mazin adopter une direction visuelle plus proche de l'hyper-réalisme de Tchernobyl, reste que cette beauté formelle perdurera tout au long de la série, offrant de nombreux plans léchés. Quant au plan final de ce premier épisode, dantesque, il fait office de promesse saisissante quant à la suite des événements. L'aventure de Joel et Ellie ne faisant que commencer. Promesse tenue ? Eh bah, coup-ci, coup-ça. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, The Last of Us est très loin d'être une mauvaise série. C'est même pas une série moyenne, c'est plutôt une très bonne série. Mais il n'empêche qu'elle ne réussit pas tout ce qu'elle entreprend. Et on va pas se mentir, mon regard de fan y est très probablement pour beaucoup dans ma façon de percevoir les choses. Bon déjà, parlons casting. Quoi qu'en disent les rageux, Pedro Pascal et Bella Ramsey s'avèrent particulièrement convaincants dans les rôles de Joel et Ellie. Ceci étant dit, il faut bien accepter le fait qu'il ne s'agit pas des Joel et Ellie des jeux. Ce sont des variations de ces personnages. Ils sont incarnés par des acteurs différents qu'on a volontairement encouragés à ne pas copier les performances originales. Il leur fallait s'approprier leur rôle et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En plus de ça, leur écriture diffère. Joel est beaucoup plus taciturne que dans le jeu, là où Ellie se montre parfois plus impulsive et semble faire preuve d'une certaine fascination morbide pour la violence. Un thème que les auteurs ont souhaité mettre en avant, car ce rapport à la violence finira par la mener sur un terrain glissant dans la suite de l'histoire. Nous n'en dirons pas plus. Des ajouts qui permettent d'apporter une épaisseur supplémentaire à son personnage et qu'on retrouve aussi du côté de Joel, avec ses crises d'angoisse liées à sa peur de perdre Ellie ou encore la révélation de sa tentative de suicide dans le final de la saison. Une manière très forte de sceller leur lien. So time heals all wounds, I guess. It wasn't time that did it. L'évolution de leur relation suivra une trajectoire similaire à celle du jeu, entre méfiance et réserve naturelle du côté de Joel et rébellion de Ellie qui se sent injustement infantilisée, jusqu'à établir petit à petit une confiance mutuelle et un attachement indéfectible. On prendra d'ailleurs un malin plaisir à suivre leur joute verbale, Ellie n'ayant rien perdu du sens de la répartie de son pendant vidéoludique. You get him? No, I missed two. It happens more often than you think. Because you suck at shooting or like in general? Is there anything bad in here? Just you. Ah, getting funnier.
Et leur relation passera par certaines étapes clés, parmi lesquelles le rapport à la violence joue à nouveau un rôle central. Joel confie une arme à Ellie, lui apprend à tirer, à bien la manier. Bien que la série comporte moins d'affrontements que le jeu, la violence y reste omniprésente. Dans ce monde en ruine où la survie est une lutte permanente, elle devient petit à petit une langue universelle, finissant même par constituer une preuve d'amour. Car The Last of Us est avant tout une histoire d'amour. Une histoire dans laquelle l'amour pousse les personnages aux pires extrémités. Joel commet un véritable massacre et sacrifie l'humanité entière pour sauver Ellie, Henry condamne Michael, le leader de la résistance, en révélant sa planque à la Fedra pour sauver son frère Sam, et Kathleen s'engage dans une vendetta insensée pour venger ce même Michael, son frère, une quête qui l'amène à sa perte ainsi qu'à celle de ses hommes. Dans The Last of Us, l'amour mène rarement à une fin heureuse. Mais un duo de personnages fait exception, Bill et Frank. L'épisode 3, Long Long Time, raconte une magnifique et touchante histoire d'amour portée par un duo d'acteurs au sommet de leur talent. Une histoire qui traverse les décennies et à travers laquelle le personnage de Bill, quadragénaire n'ayant jamais assumé son homosexualité, trouve enfin une raison de vivre grâce à Frank. Tant et si bien que lorsque Frank, malade, lui demande de l'aider à mettre fin à sa vie, Bill ne peut se résoudre à vivre à nouveau seul et décide de l'accompagner. Mais comme il le dit lui-même, l'épisode s'achève non pas sur un suicide tragique, mais sur deux hommes heureux de finir leur vie ensemble. I'm satisfied. And you were my purpose. Les sensibles vont tellement pleurer leur mère. Un épisode en tout point remarquable, tout en étant bien loin de ce que l'on pouvait attendre d'une adaptation de The Last of Us. Mais c'est justement cette audace qui a fait sa réussite. Une réussite qui fut d'ailleurs saluée par Steven Spielberg lui-même dans une lettre qu'il a personnellement fait parvenir à Craig Mazin. Si ça c'est pas un gage de réussite. Dans le jeu, le chapitre avec Bill se termine sur une lettre dans laquelle Frank exprime toute la haine qu'il ressent pour lui. Et ici, c'est à nouveau une lettre qui clôt cette histoire, mais une lettre porteuse d'espoir dans laquelle Bill met en garde Joel de ne pas devenir ce qu'il aurait pu être. Le parallèle avec le jeu est particulièrement intéressant. Ce Bill aurait très bien pu devenir le Bill du jeu, mais le destin en a décidé autrement. Et plutôt que de mettre en garde Joel vis-à-vis des dangers de l'amour, il va à l'inverse lui intimer l'ordre de trouver quelqu'un à aimer et à protéger. Car voilà ce qui compte vraiment dans ce monde. Protéger ceux qu'on aime. Une morale beaucoup plus positive qui achève de faire de cet épisode le plus beau de la saison et clairement l'un des meilleurs. Mais il s'agit là d'une des rares parenthèses de réconfort dans une série où les personnages sont constamment sur leur garde, traqués par des infectés ou d'autres survivants. Concernant les infectés, c'est une réussite incontestable. Que ce soit du côté des coureurs ou des claqueurs, le rendu est absolument bluffant. Le pari est donc relevé haut la main, il semble tout droit sorti des jeux. Et Neil Druckmann s'en tire avec les honneurs en mettant en scène le premier affrontement entre nos personnages et les claqueurs dans le musée, nous offrant une séquence tendue et maîtrisée. Une séquence qui sera cependant détrônée par la spectaculaire bataille du cul-de-sac, où le clan de Kathleen et nos personnages font face à une cohorte d'infectés dans un face-à-face chaotique au sein duquel le colosse fait une apparition mémorable. On saluera le travail de BGFX sur les effets de maquillage et de tous les studios d'effets visuels impliqués pour donner vie à ces créatures cauchemardesques. Les fameux monstres champignons. Et pour ce qui est des antagonistes humains, impossible de ne pas louer l'écriture des showrunners. Comme annoncé, Mazin et Druckmann avaient pour volonté d'humaniser les antagonistes en insistant sur leur motivation profonde. Ainsi, à défaut de cautionner leurs actes, nous serions à même de les comprendre. Le meilleur exemple de cela est Kathleen, brillamment incarnée par Melanie Lynskey, un personnage obsédé par la vengeance qui illustre parfaitement l'absurdité du cycle de la violence. En cherchant à tout prix à venger son frère, un personnage qu'on nous présente d'ailleurs comme un véritable modèle de vertu, Kathleen finit par perdre les pédales, lançant toute son armée aux trousses d'Henry et Sam, au point d'en négliger la véritable menace, les infectés. Encore une fois, c'est l'amour qui conduit aux pires excès et aux actes les plus répréhensibles. Ainsi, avec Kathleen, Mazin et Druckmann parviennent à humaniser des personnages qui, dans le jeu, étaient réduits à de simples rôles de méchants, évitant ainsi le piège du manichéisme tout en développant le thème central de l'histoire. Et en mettant en place celui de la suite. Mais nous n'en dirons pas plus. Du côté de David, il est également approfondi, mais pas forcément pour le rendre plus humain. Non, David, c'est clairement pas le genre de personnage qu'on a envie de comprendre. Quant à ressentir de l'empathie pour lui, encore moins. Manipulateur, sadique et prédateur intéressé par Ellie, âgée de seulement 14 ans je le rappelle, David est l'antagoniste ultime de la saison, qui permet à Ellie d'achever son passage à l'âge adulte de la plus violente des manières. Ici, pas vraiment de surprise pour les connaisseurs du jeu, la série se montrant très fidèle à l'arc original. Trop ? Peut-être bien. Je trouve que la série n'est jamais meilleure que lorsqu'elle fait preuve d'audace. L'intro sur le plateau télé, celle à Jakarta, l'épisode consacré à Bill et Frank, ou encore l'ajout du personnage de Kathleen. Autant d'éléments absents du jeu, mais qui enrichissent considérablement la narration et constituent, à mes yeux, la véritable plus-value de cette adaptation. Le problème, c'est qu'elle devient un peu trop sage sur la fin, en particulier dans les 3 derniers épisodes, en revenant sur des rails bien établis. Des rails solides, certes, mais qui, intro de l'épisode final mis à part, l'empêchent d'apporter quelque chose de nouveau ou de véritablement marquant à l'œuvre originale. De plus, même si la série remplace des personnages de pixels par de vrais
vrais acteurs, il en ressort parfois une impression de distance, comme si l'émotion du jeu s'était un peu évaporée. Rien de très surprenant en soi tant l'expérience vidéoludique repose avant tout sur l'immersion, ce que la série, par nature, ne peut totalement reproduire. Mais ce sentiment vient peut-être aussi d'ailleurs, du format même de la saison. Avec seulement 9 épisodes, la relation entre Joel et Ellie manque un peu d'espace pour vraiment se développer. D'autant que sur ces 9 épisodes, leur lien ne peut véritablement s'étoffer que dans 5 d'entre eux. Ils ne se rencontrent qu'à la fin du premier, ils sont quasi absents du troisième, le 7e revient sur un flashback, et dans le 8e, Joel est hors jeu pendant une bonne partie du récit. Forcément, ça laisse peu de place à tous ces petits instants de rien. Ces silences partagés, ces détours anodins, ces répliques lancées en marchant. Tous ces moments du quotidien, presque insignifiants en apparence, mais qui, dans le jeu, faisaient naître une complicité véritable entre Joel et Ellie. Et dans la série, faute de temps, beaucoup de ces moments passent à la trappe. La dynamique entre les deux personnages se développe plus vite, parfois de façon un peu abrupte, comme si certaines étapes avaient été sautées. Le lien est là bien sûr, et les comédiens font un travail remarquable pour lui donner vie, mais il manque parfois cette impression de chemin parcouru ensemble. Un manque qui aurait sans doute pu être comblé avec un épisode supplémentaire. Un épisode qui aurait permis d'apporter un peu d'air à la narration, de laisser le lien entre Joel et Ellie respirer, grandir et atteindre la même force émotionnelle que dans le jeu. Parce qu'au final, même si la conclusion est très fidèle au matériau d'origine, elle n'a malheureusement pas le même impact, pas le même effet coup de poing. La toute dernière scène de The Last of Us est indissociable de l'empreinte laissée par le jeu. Une fin sujette à interprétation qui a provoqué nombre de débats enflammés entre les joueurs. Il s'agit d'un échange simple et pourtant capital entre Joel et Ellie, où cette dernière lui demande si ce qu'il lui a dit concernant les lucioles est vrai. Spoiler alert, c'est pas vrai. En vérité, Joel a massacré tout le monde pour sauver la vie d'Ellie, empêchant ainsi les lucioles de concevoir un vaccin pour sauver l'humanité. Et ensuite, il a raconté tout un tas de bobards à Ellie, comme quoi en vérité, on pouvait pas faire de vaccin à partir de son sang, et qu'ils sont partis tous les deux tranquillement en claquant la bise à tout le monde. Mais Ellie a des doutes. Ainsi, elle décide de confronter Joel en lui demandant si tout est vrai. I swear. Okay. Ainsi, lorsqu'il s'est agi de trouver comment conclure la série, la fin était tout indiquée. The Last of Us ne peut finir que d'une manière, et c'est celle-là. Mais HBO avait une autre idée. Originellement, la série devait continuer après ce hockey, la caméra revenant sur Joel et s'approchant lentement de lui pour insister sur sa culpabilité inavouée. Les deux personnages devaient ensuite tourner le dos à la caméra et reprendre leur marche vers Jackson. L'idée de la chaîne étant d'offrir une fin moins abrupte et plus à même d'amorcer une éventuelle saison 2. Mais c'est justement cet aspect trop doux qui ne convainquit ni Mazin ni Druckmann. En vérité, cet ajout retirait toute sa force à la scène finale. Ils décidèrent donc de revenir à la fin originale et la chaîne n'insista pas. Si The Last of Us n'égale pas toujours la puissance émotionnelle du jeu, ce qu'elle réussit à faire est immense. Préserver l'âme d'un chef-d'œuvre vidéoludique tout en le transposant dans un médium différent avec ses propres codes et contraintes. Et sur ce plan, Mazin et Druckmann ont brillamment relevé le défi, captant l'essence du jeu avec une fidélité rare et apportant un soin méticuleux à chaque détail. La mise en scène, les décors, les dialogues, la musique, tout est pensé pour respecter l'univers du jeu tout en proposant une lecture nouvelle. Et ça, c'est une prouesse que peu d'adaptations peuvent revendiquer. Car là où tant d'autres se contentent de reprendre les grandes lignes d'un jeu à succès sans jamais vraiment comprendre ce qui en faisait la force, The Last of Us accomplit l'exploit de restituer ce mélange si particulier d'intime et d'apocalyptique, d'émotions brutes et de violence crue, touchant juste là où tant d'autres échouent à viser. Une réussite certes imparfaite, mais précieuse, parce qu'elle nous rappelle qu'adapter, ce n'est pas copier, c'est comprendre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça a été un très gros boulot, alors n'hésitez pas à faire tout ce qu'on fait dans ces cas-là. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous, repartagez. Et si vous vous sentez généreux, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Tipeee ou sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!